Des paroles de solidarité, d'amitié. Je sais ce que ça représente pour un territoire de voir d'un seul coup des bâtiments mis en grave difficulté, des personnes qui sont sans hébergement. Donc, des paroles de compassion, de solidarité, mais aussi une promesse d'engagement. La République réparera autant qu'il sera possible les dégâts qui ont été produits par ces cyclones. D'abord, c'est pour rappeler que l'outre-mer est dans la République. Et la République doit être également outre-mer. C'est aussi pour répondre à la confiance qui m'a été témoignée. Vous avez raison de le rappeler. Je sais ce que l'outre-mer attend de ma présidence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu des gestes forts. La présence de 3 ministres ultramarins. Un ministre de plein exercice, Victorin Lurel, chargé de l'outre-mer. Et puis également des nominations dans tous les postes de l'administration de personnalités venant de l'outre-mer. J'ai fait voter au Parlement une loi très importante sur la vie chère. Pourquoi sur la vie chère? Parce que ça a été le thème de grandes manifestations qui ont eu lieu. Dans les premiers mois, j'ai fait en sorte que nous ayons tous les instruments juridiques nous permettant d'agir. Voilà pourquoi je voulais répondre à cette sollicitation et à cette confiance. Parce qu'il y avait une injustice. C'était plus cher en Outre-mer que dans l'Hexagone, et pas toujours pour de bonnes raisons. Nous avons mis en place des instruments pour le bouclier prix qualité, pour la lutte contre les monopoles, pour une forme d'injonction qui permettra à l'autorité administrative de faire que la concurrence puisse exister. Et puis, je veillerai avec Victorin Lurel personnellement à ce que nous avons décidé pour les tarifs bancaires et pour la téléphonie puisse se mettre en œuvre. Parce qu'il ne suffit pas de voter des textes, ça je le sais, et notamment pour l'outre-mer. On vote des lois, on applique des décrets, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas traduit concrètement. Eh bien, je veillerai à ce que tout ce qui a été engagé puisse être appliqué. Et j'ai fait introduire un principe, la transparence des prix et donc des marges pour les compagnies aériennes. Donc nous mettrons autant de concurrence qu'il sera nécessaire pour que nous ayons toutes les conséquences de prix qui puissent être répercutées à la baisse pour le consommateur. Ça prendra du temps, mais là encore, ça fait partie de mes engagements, je le tiendrai. Je sais ce que représente le chômage outre-mer. J'y suis allé tant de fois. Quand le chômage dépasse 25-30% sur un territoire, plus de 50% pour les moins de 25 ans, c'est un risque sérieux pour la cohésion sociale. Et donc, nous devons faire plus pour l'outre-mer. Non pas parce que nous aurions quelque générosité, je n'ai pas cette volonté de donner ce que nous n'avons d'ailleurs pas, mais parce que c'est un devoir que nous avons vis-à-vis de l'outre-mer. Alors je vais prendre des exemples. Les emplois d'avenir, les emplois pour les jeunes qui sont les plus éloignés du marché du travail, nous avons fait en sorte qu'il y ait 9000 qui soient d'ores et déjà prévus pour l'outre-mer. Je ferai en sorte que les contrats de génération s'appliquent également outre-mer pour que les jeunes puissent être accompagnés d'un tuteur senior dans l'entreprise. Et puis pour les emplois aidés qui étaient forcément attendus en plus grand nombre, nous avons fait en sorte qu'il y ait un contingent plus élevé. Parce que je ne peux pas accepter qu'une partie de la population soit dans le désœuvrement. Et sur l'emploi, il n'y a pas que des mesures de traitement social. Il y a aussi, nous allons en parler, j'imagine, tout ce qui doit être fait pour l'investissement économique outre-mer, pour le développement. Oui, il y en a déjà qui existent. Le service militaire adapté, par exemple. Il y en a d'autres que nous pouvons mettre en place davantage qu'aujourd'hui, le service civique. Mais moi, je suis tout à fait prêt à ce que nous regardions pour les jeunes outre-mer d'autres procédures. Parce que, il a raison, Victorin Lurel, quand dans un même département, il y a plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage et qui le sont parfois depuis des mois, qui vivent chez leurs parents, qui ne peuvent pas avoir l'autonomie, eh bien on peut imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence sur le trafic, sur la petite délinquance, sur même les départs. Et moi je ne souhaite pas que les ultramarins cherchent, y compris dans l'Hexagone, ce qu'ils d'ailleurs ne trouvent pas nécessairement, c'est-à-dire un emploi. Donc nous devons faire en sorte que l'emploi soit d'abord réservé aux populations locales. J'ai d'ailleurs confié, ça sera connu dans quelques jours, mais enfin je viens de vous le dire, à Patrick Le Breton, qui est député de La Réunion, un travail spécifique pour que les emplois qui sont créés outre-mer, parce qu'il y en a, puissent être prioritairement réservés à des jeunes ultramarins. D'abord, j'ai regretté qu'il y ait eu ce recours devant le Conseil constitutionnel concernant
ce qu'on appelle la défiscalisation outre-mer. Parce que j'avais dit, et le Premier ministre avait relayé cette parole, que c'était transitoire. C'était pour trouver un autre dispositif qui puisse être plus efficace encore. Mais nous avions besoin de cette défiscalisation à ce niveau-là en 2013, compte tenu de la situation économique. Alors, devant vous, je prends un engagement. La défiscalisation est maintenue, mais avec un plafond plus bas que nous l'avions espéré. 18 000 € pour ceux qui en seront éventuellement les bénéficiaires. Mais ce qui ne pourra pas être dépensé sous cette forme, c'est-à-dire d'une défiscalisation, nous allons récupérer cet argent et le mettre au service de l'outre-mer. Et donc avec le ministre de l'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, nous redéploierons ce que nous n'avons pas pu verser ou nous ne pourrons pas verser sous forme de défiscalisation en action de subvention directe pour l'outre-mer. Oui, il y a tout ce que nous pouvons faire en termes d'équipement. Vous savez qu'il y a un plan d'équipement région par région qui a été engagé. J'ai veillé à ce que les crédits soient rapidement dépensés. Et puis je me bats au niveau européen. Il y a des crédits très importants qui sont en jeu dans la négociation sur ce qu'on appelle le cadre financier européen, le budget européen. Et je veux absolument qu'on maintienne à niveau les crédits européens pour ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques. Il y a également pour les petites et moyennes entreprises les exonérations de cotisations sociales. Nous les avons maintenues parce que c'est nécessaire. Pour le logement social? Pour le logement social, vous savez qu'il y a des besoins considérables. Énorme. Nos compatriotes qui nous regardent outre-mer attendent pour beaucoup ou un logement plus digne ou un logement social. 70 000 demandes de logement ne sont pas satisfaites. Donc, la ligne budgétaire sera, pour le logement social, sera confortée, voire même augmentée en 2013, et la défiscalisation restera affectée justement au logement social. Donc la ligne budgétaire, donc des crédits directs. Des crédits directs, parce que justement, ce que nous ne pourrons pas forcément donner par la défiscalisation, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, eh bien nous le passerons par la ligne budgétaire. Moi je veux qu'il y ait plus de logements. Pourquoi plus de logements? Pour que les jeunes notamment puissent trouver leur autonomie, mais également parce que ça crée de l'activité économique. Le bâtiment peut ainsi avoir une stimulation plus importante qu'aujourd'hui. Oui, et ça fait partie d'abord de l'image, de l'identité de l'outre-mer, de son histoire, douloureuse parfois, de son histoire. Donc je veille au plan européen à ce que la banane et la canne puissent être toujours subventionnées. Ça sera le cas d'ailleurs en 2013. Le ministre de l'Agriculture a obtenu un succès dans cette négociation. Et puis, je considère aussi que la biodiversité est un atout considérable pour l'outre-mer. Vous savez que j'ai annoncé la création d'une agence nationale pour la biodiversité. Un projet de loi va être présenté et l'outre-mer aura à espérer beaucoup de cette agence et de tout ce que nous pouvons tirer comme avantage de la biodiversité. Nous devons valoriser ce patrimoine, tout en étant extrêmement attentif à la protection de l'environnement. Donc, il y a une culture qui peut être tirée de la biodiversité, il y a effectivement des produits qui peuvent être commercialisés, mais nous devons garder nos équilibres, c'est aussi très important. Les taux de délinquance en Outre-mer sont plus élevés que dans l'Hexagone. Il y a des raisons qui tiennent à désœuvrement de la population, également à des populations étrangères qui viennent sur ces territoires et sont sans ressources et créent de la délinquance. Donc, j'ai voulu qu'il y ait des zones de sécurité prioritaires qui soient d'ores et déjà créées outre-mer. Il y en a 4 déjà. 2 en Guyane et 2 aux Antilles. Et nous ferons en sorte qu'il puisse y en avoir davantage. Et donc, tous les moyens seront mis en œuvre, et notamment les moyens policiers et les moyens de gendarmerie. Et il y a un trafic qui est, depuis trop longtemps, toléré et qui a créé des situations épouvantables. Donc, nous mettrons tous les moyens pour lutter contre cette pratique, ces trafics, cette criminalité. Là, il ne s'agit plus de délinquance, c'est de la criminalité. Et donc, je m'en suis entretenu avec la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Je lui ai dit, mais nous sommes concernés, et vous et nous. Parce que ces trafiquants, ils viennent d'où? Souvent du Brésil, du Suriname. Donc, on avait les opérations Harpie de notre côté, et le Brésil, jusque-là, l'air de rien elle m'a faire. assuré, on se reverra avec la présidente du Brésil, elle m'a assuré qu'il y aurait des moyens importants. Je remarque d'ailleurs que les responsables présumés des assassinats de militaires ont été appréhendés au Brésil, et donc on voit bien qu'il y a une coopération qui se fait.
Mais, puisque vous me parlez du Brésil, il y a aussi un pont qu'il convient d'inaugurer. Oui. Parce que ça fait des mois que ce pont est là, il n'est toujours pas inauguré, alors que vous savez que le Brésil et la France ont une frontière commune grâce à la plus longue. C'est notre plus grand voisin, finalement, le Brésil. Et donc, avec Madame Dilma Rousseff, nous avons convenu d'inaugurer ce pont. Mais je lui ai dit, si nous voulons inaugurer ce pont, Monsieur le Président? peut-être en 2013, si nous voulons inaugurer ce pont, faut-il encore qu'il y ait du côté du Brésil une route et les accès pour y accéder, des bâtiments pour les douanes. Et donc, notre coopération va s'intensifier. Il y a chaque jour des accidents, des populations qui veulent venir des Comores, d'Anjouan, vers Mayotte, et créer à Mayotte une situation inextricable. J'ai décidé que nous aurions une coopération beaucoup plus intense, notamment sur le plan médical, avec les Comores, pour éviter qu'il y ait des déplacements de population uniquement fondés sur cet objectif, se faire soigner. Et puis, il y a la question des mineurs isolés, de ces femmes qui viennent déposer, il n'y a pas d'autre mot, leurs enfants, en espérant que, devenant français, ils pourront être mieux éduqués, mieux soignés. On ne peut pas accepter ces situations. Donc, il y a aussi une situation de migration qui doit être maîtrisée. Elle l'est, mais nous avons à renforcer encore les moyens. Et là aussi, il y aura des propositions qui seront traduites en actes, notamment pour le centre de rétention. Dès lors qu'une demande est faite, alors par toutes les assemblées délibératives, le Congrès s'est réuni. Dès lors qu'elle est confirmée par le Conseil général, le Conseil régional, cette demande sera acceptée. C'est la résolution numéro 3 du Congrès Oui, qui s'est réuni. alors, faut-il encore qu'elle soit précisée dans son objet, qu'elle soit confirmée par les assemblées, mais si tel est le cas, ma position est toujours la même. Je l'avais exprimée lorsque j'étais candidat, je la réaffirme aujourd'hui comme président de la République avec encore plus de force. Quand il y a toutes les procédures qui conduisent à consulter un territoire sur son avenir institutionnel dans la République. Oui. Convenons d'abord... Dans le cadre de l'article 73. De l'article 73, dans la République, la population est consultée. Et bien sûr, quand elle a décidé, elle s'impose cette décision à tous. Vous vous rappelez que j'ai reçu tous les élus, donc tous ceux qui sont concernés. J'ai eu cette formule, un État partenaire, pas un État partial. Donc l'État appliquera ce qui est prévu par les accords de Nouméa et les accords dits de Matignon. Donc nous serons dans cette seule logique, en faisant en sorte que par le dialogue, nous trouvions la meilleure réponse. Nous n'en sommes pas là, il n'y a pas une demande qui m'a été adressée. Moi, j'ai comme position de principe que la Polynésie est dans la République. Il y aura des élections bientôt en Polynésie pour renouveler l'Assemblée. Et ensuite, je verrai si une demande m'est adressée. Mais je crois que, d'abord, le premier devoir que j'ai vis-à-vis de la Polynésie, c'est de lui apporter les moyens budgétaires indispensables. Et d'ailleurs, la première question que m'a posée M. Temaru, que je connais bien, c'est comment vous pouvez, vous, la République française, nous aider sur le plan budgétaire, compte tenu de la dégradation de la situation et du développement. Donc moi, je m'occupe d'abord de redresser la situation financière de la Polynésie, et c'est bien le message de la République. Et quand la République est présente, pourquoi s'en séparer? Donc je vais faire en sorte que sur les 5 ans, la durée de mon mandat, nous puissions accélérer le rythme. Ça a d'ailleurs été fait, puisqu'il y a une augmentation de 50% du RSA. Il y aura une augmentation encore de 50% au 1er janvier 2014. Il y a eu aussi pour l'allocation de rentrée scolaire un certain rattrapage. Et donc je veille à ce que nous puissions, dans le temps qui est celui du quinquennat, avoir une évolution positive pour Mayotte. On ne peut pas avoir souhaité la départementalisation, elle a été tellement demandée, et à ce moment-là, prendre autant de temps pour avoir l'égalité. Il faut que les Français de métropole comprennent bien la contribution de l'outre-mer au rayonnement de notre pays. L'outre-mer nous permet d'être présents sur tous les continents, d'avoir une qualité de produits, des talents innombrables, et puis une richesse que nous pouvons partager. Nous avons, grâce à l'outre-mer, l'accès aussi à un domaine maritime considérable. Le deuxième mondial. Le deuxième mondial. Et peut-être demain avec des ressources énergétiques dont nous ne pouvons pas soupçonner l'importance.
Et puis, il y a les hommes et les femmes qui font l'outre-mer et que nous saluons comme créateurs d'entreprises, comme artistes, comme sportifs. Et je sais aussi ce que les ultramarins font pour la défense de la République. Hélas, certains ont payé de leur vie, leur engagement sous notre drapeau en Afghanistan. Il y a aussi des ultramarins qui sont retenus comme otages. Et je pense notamment à Thierry Doll, qui était et qui est encore un salarié, qui a été enlevé et qui est aujourd'hui détenu depuis près de 3 ans au Mali. Donc j'ai une pensée pour sa famille. Un autre marié ou en compagnonnage avec une réunionnaise, Monsieur Colomb. Donc nous avons beaucoup aussi de solidarité à avoir avec l'outre-mer, dès lors que l'outre-mer est chaque fois présente lorsqu'il s'agit de promouvoir les valeurs de la République. Et souvent, les plus attachés à l'idée même de la République, ils sont en outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons au terme de cet entretien. Oh, le président de la République a tenu des propos rassurants et même offensifs, dans le sens, au-delà des mots de solidarité vis-à-vis de ceux qui souffrent, qui ont subi des intempéries, de Thierry Doll qui est en otage. Je pense qu'il a rappelé des choses extrêmement concrètes. Et la première chose, c'est que nous avons une des premières lois votées par cette mandature, la loi sur la vie chère, a été réalisée dans un délai très, très court. Et en plus, les décrets d'application, notamment sur l'application du bouclier qualité-prix, a été mis en œuvre. Je pense aussi que c'est extrêmement important de noter des paroles de solidarité, notamment parce qu'on sait que la situation du chômage est très difficile et le fait d'appliquer 10% des emplois d'avenir sous l'outre-mer est une chose essentielle, d'ailleurs qui a été indiquée comme une grande priorité. Et puis je considère aussi que sur le logement, pour prendre 3 exemples précis, le fait de faire maintenir à 18 000 euros le plafond des niches fiscales au lieu de 10 000 euros appliqués sur l'ensemble national, et malheureusement le recours devant le Conseil constitutionnel des députés de droite de l'UMP ont fait qu'on a fait tomber les 4% du revenu qui a été voté à l'Assemblée nationale. C'est à mon avis, un handicap sérieux compte tenu de la situation de logement social, d'autant plus qu'on sait que la LBU qui a été augmentée ne finance pas seul le logement social, mais aussi la défiscalisation. Le Duflot qui a été appliqué avec ce double plafond, à mon avis, un petit peu amputé. Et puis la troisième chose, je pense que au-delà même des dispositifs publics ponctuels, il y a des paroles qui me rassurent et qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire que l'outre-mer, c'est pas donner satisfaction à l'outre-mer pour donner satisfaction à l'outre-mer, mais de prendre en compte ces grandes valeurs, surtout ces grandes richesses. Il a parlé de biodiversité et de filières économiques qu'on pourrait, à travers une politique européenne beaucoup plus structurée, avec des fonds qui sont garantis à hauteur de ceux qu'on avait déjà, nous permettre de décliner une nouvelle politique de développement. La dernière chose, c'est les ouvertures considérables qu'il y a sur, ça n'a pas été indiqué précisément, sur la question de la coopération. Je considère qu'il faut mettre en place une nouvelle diplomatie économique territorialisée pour ces pays qui sont très éloignés de la France et de l'Europe. Je crois que l'avenir de ces pays, c'est proche de leur bassin, bien entendu dans la République avec l'Europe, mais proche de leur bassin. Ce sont des mots qui rassurent et qui montrent que la dynamique est lancée pour l'outre-mer et que nous comptons beaucoup sur les politiques nationales pour reprendre en main la question du mal-développement. Non, pas du tout. Je pense qu'à situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Ça, c'est très important. Je partage l'avis que je salue d'ailleurs, je salue Marie-Luce Planchard, la question du changement du modèle économique. Mais honnêtement, il y a eu 12 années de passé avant l'arrivée de M. Hollande et le modèle économique est resté identique. Je suis assez surpris d'ailleurs que Marie-Luce puisse dire que le Conseil constitutionnel a apporté un coup d'arrêt au développement, notamment aux investissements publics. Mais ce coup d'arrêt a été porté à l'initiative de qui? Le recours devant le Conseil constitutionnel pour supprimer l'article 56 de la loi de finances qui porte justement sur ces, pas 3%, 4% qui a été éliminé. Ce sont des élus de l'UMP qui l'ont fait, c'est malheureux. J'étais très triste de ça parce que c'est un dispositif qui a été mis en place depuis très longtemps. Et puis la troisième chose, concernant la question de la jeunesse, à mon avis, il n'a pas cessé de parler de la jeunesse. Et c'est dans le cadre de la modification du modèle économique qu'on pourra redonner la main à une jeunesse extrêmement intelligente, très motivée, qu'il va falloir absolument détourner vers ce qu'on appelle une sorte d'exode intellectuel et psychologique vers l'Europe ou les autres pays, que ces jeunes puissent rester dans notre pays. Mais pour que ces jeunes restent dans notre pays,
Il faut absolument qu'on puisse donner à des filières économiques la main. La question du développement est au cœur du maintien de la jeunesse dans une dynamique d'emploi. Et puis la troisième chose, c'est le coût porté à l'éducation. C'est pas vrai. La suppression des postes dans l'éducation, on a connu cette espèce de vague de suppression dans l'éducation, et le ministre Péon ne cesse de rappeler qu'il faut absolument embaucher les gens et arrêter ce cycle infernal de la suppression de postes, parce que l'avenir de nos pays sont essentiellement tournés aussi vers l'éducation de cette population. Je pense qu'on a un vrai défi à relever. Je prendrais peut-être une petite observation, c'est sur les énergies renouvelables. On a une vraie filière de développement économique, très rapidement, et de la biodiversité. Mais on a une suppression du financement sur les énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques, l'énergie solaire. Il faut absolument très rapidement remettre de l'ordre de telle sorte qu'on puisse avoir de vraies recettes, de telle sorte que le prix de rachat sera correct, de telle sorte qu'on puisse redonner la main à ce qu'on appelle les énergies alternatives pour sortir ces pays de leur énergie fossile mécaniquement. Il y a vraiment une mutation économique fondamentale à faire. Là, on partage ce point de vue-là. Mais ce gouvernement a déjà pris des mesures très importantes. Une des premières lois votées, ça a été la loi Lurel. Il faut rentrer dans une dynamique de mutation qu'on assume dans nos pays. J'insiste beaucoup. Et au-delà même toute dépendance d'une société d'importation et de consommation. Il faut redonner la main au développement local et interne et endogène.